Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine dont va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour du procès France Télécom qui s'est ouvert aujourd'hui. C'est le procès du management, celui du mal-être au travail, du harcèlement moral, 19 suicides et 12 tentatives entre 2007 et 2010. À l'époque, un grand plan de restructuration de l'entreprise avait été engagé. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est si les pratiques ont changé depuis l'affaire. France Télécom, y a-t-il un avant, un après ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Pierre Jacquemin à Dominique de Montvalon. Nous reviendrons sur les enseignements des derniers sondages sur les européennes. À 20 jours du scrutin, le mano à mano se confirme entre le Rassemblement national et la République en marche. Le PS s'effondre. Le match de 2017 va-t-il se rejouer ? Analyse et débat dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi ce rapport des experts de l'ONU sur la biodiversité. Sans surprise, il est alarmant. Une délégation est reçue ce soir à l'Elysée. Y a-t-il des solutions pour éviter le million d'espèces menacées d'extinction ? On en parle avec notre invité dans l'entretien. Ce soir, c'est Jean-Daniel Abel. Il est vice-président de France Nature Environnement. D'abord, le constat avec Jérôme Rabier. C'est le premier rapport de cette ampleur sur la biodiversité et son constat est sans appel. 1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, risquent de disparaître à court terme de la surface de la Terre ou des océans. Les experts de l'IPBES, équivalent du GIEC plus connu pour son rôle contre le réchauffement climatique, tirent donc la sonnette d'alarme. Nous devons ralentir cette extinction des espèces, que ce soit les insectes, les grandes espèces plus connues du grand public, mais aussi bien sûr les plantes. Ce qui veut dire que nous devons agir. Il ne faut pas se contenter de cibles, d'objectifs, non, il faut des actions. Des objectifs sans action ne servent à rien. Pour préserver la biodiversité, les experts de l'IPBES ont élaboré plusieurs scénarios. Agriculture, préservation des écosystèmes marins, limitation de l'urbanisation, autant de pistes nécessaires pour stopper ce qui est considéré comme la 6e extinction des espèces. On a beaucoup de scénarios ou des modifications qui sont des transformations de société qui sont réalistes, mais extrêmement majeures. On peut arriver à enrayer cette perte de biodiversité. Au premier rang des acteurs, les États qui commencent à s'engager sur la question. Réunis à Metz depuis hier, les ministres de l'Environnement du G7 ont conclu leur discussion en ratifiant une charte pour la biodiversité, malgré les divergences des États-Unis. C'était un des objectifs de cette réunion du G7 Environnement. Nous souhaitons vraiment que maintenant toutes les grandes puissances du monde prennent l'enjeu de la biodiversité au même niveau que l'enjeu du climat. Dans cette charte, les pays du G7 s'engagent à mener des actions concrètes pour la protection de la biodiversité. Un premier pas pour tenter d'enrayer cette extinction massive des espèces animales et végétales. Et on va aller plus loin dans l'entretien ce soir avec notre invité Jean-Daniel Abel. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de France Nature Environnement et responsable de la biodiversité. Les chiffres de ce rapport, on vient de le voir, sont assez alarmants. J'imagine que vous qui travaillez sur le sujet, vous n'êtes pas surpris ? On n'est pas du tout surpris parce qu'il y a toute une série d'études ou de rapports intermédiaires qui étaient déjà parus et donc qu'on connaissait. Outre le travail qu'on fait nous-mêmes sur le territoire français et sur les Outre-mer, c'est quelque chose qu'on connaissait bien. Là, simplement, on peut dire que ce qui est encore plus alarmant, c'est qu'il y a un niveau de données qui caractérise cette dégradation de la biodiversité. Il y a la diversité des milieux et des régions de la planète touchées. Et il y a le fait que tout ça vient de plus de 15 000 publications, c'est-à-dire que c'est très robuste et que ça a été travaillé par des experts de plus d'une cinquantaine de pays. Donc, si vous voulez, on est vraiment avec une vision macro, une première photographie très forte et qui est encore plus, je dirais, alarmante que ce qu'on pouvait imaginer. 1 million d'espèces qui pourraient disparaître de la planète. On parle de la 6e extinction de masse. Très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'homme ? Quelles sont les conséquences ? Mais en fait, c'est ce que, selon l'homme, ne se rend pas assez compte, c'est qu'on est intimement liés. Ces espèces sont liées au milieu. Le bon fonctionnement des milieux dépend de la viabilité de ces espèces. Et nous-mêmes en dépendons parce que notre alimentation, notre eau pure, notre air, le stockage du carbone, la fertilité des sols, etc., dépend de ce bon fonctionnement. Et donc, entre les peuples qui ont besoin de végétaux pour se chauffer, entre l'aspect des médicaments, entre l'alimentation, regardez ce qui se passe avec la surpêche et l'effondrement des stocks de poissons, etc. On est dans une situation de dépendance
à la bonne santé de la nature. On pensait que quand on parlait de biodiversité, on parlait de papillons, de lézards, et tout le monde s'en moquait, malheureusement, pendant des décennies, malgré déjà des alertes scientifiques. Et aujourd'hui, on voit bien que cette interaction, elle touche l'humanité, elle touche tout le vivant, mais elle touche aussi notre vie de demain et notre économie de demain. Et quand certains disent la cinquième extinction de masse, c'était les dinosaures, après tout, la planète a su s'adapter. Pourquoi ne saurait-elle pas s'adapter cette fois-ci ? Parce que ce qui s'est passé avec les dinosaures, ou plutôt après ce qui a provoqué l'extinction des dinosaures, a mis un temps infini à se remettre en place. Et là, les changements que l'humanité, avec les activités humaines, font peser sur les milieux, sur les espèces botaniques ou animales, et dans une temporalité qu'on n'a jamais vue. C'est-à-dire que les espèces n'ont pas le temps de s'adapter, de trouver des souches résistantes, de se croiser, etc. Et donc, il y a une perte nette de biodiversité très, très importante. Et donc, à partir du moment où il y a certaines espèces qui vont mal ou qui disparaissent ou qui simplement s'affaiblissent en nombre, hein, des espèces comme chez nous, certains insectes, certains oiseaux qui ont chuté de façon colossale, de 40, 50, 60 et plus pour certaines, elles sont dans des chaînes trophiques et dont dépendent d'autres espèces et dont dépendent in fine les milieux. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut inverser cette tendance ? Alors c'est ça qui est intéressant dans ce rapport, c'est qu'il liste toute une série de solutions et il dit, parce que le temps de retour, pour le moment, est moins long que celui sur le climat, que si on agit de façon forte, déterminée, ambitieuse, si on y met les moyens, en quelques décennies, on peut non pas retrouver un état initial, mais en tout cas restaurer des populations de façon très très importante. Mais on, ça veut dire qui ? On, ça veut dire le citoyen ? Ça veut dire l'État ? Ça veut dire... C'est d'abord les États. Bien sûr que les citoyens ont, par leur carte d'électeur, par leur portefeuille ou leur carte de crédit, une capacité très importante à influer le monde économique, à influer les décideurs. Mais aujourd'hui, si vous parlez de normes, de réglementation, de régulation, par exemple, des marchés, c'est évidemment les États et les gouvernements qui ont les choses en main. Au niveau international, évidemment, au niveau européen pour nous, mais aussi au niveau national. Il y a des tonnes de choses qu'on peut faire dans notre pays. Que peuvent faire les États ensemble, ou la France en particulier, ou l'Europe, des plans d'envergure ? Des plans d'envergure, en fait, la première chose, c'est de mettre en place des plans qui soient réellement interministériels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un ministère de sauvegarder la biodiversité pendant que d'autres ministères, au niveau de l'agriculture, de l'industrie, etc., détruisent cette même biodiversité, ou l'aménagement du territoire. Quand on artificialise des quantités considérables de sols agricoles ou naturels, évidemment, c'est des régressions qu'un seul ministère ne peut pas combattre. Donc d'abord, c'est des plans importants. Après, c'est des outils économiques, fiscaux, des moyens budgétaires. Ça peut être des taxes, mais on sort d'un débat sur les taxes. Oui, mais en fait, toute la question de ces taxes, si par exemple, prenons l'exemple de l'agriculture, l'idée, c'est pas de dire de manière combinatoire aux agriculteurs, vous devez changer, vous devez faire ça, etc. C'est d'accompagner ce changement et d'accompagner les consommateurs, ainsi que les fabrications, on va dire, du marché, de l'agroalimentaire, de la fabrication des prix, de façon à ce que chacun puisse s'y retrouver. Donc, d'ailleurs, les États généraux de l'alimentation avaient produit toute une série de propositions là-dessus que le gouvernement et la majorité n'ont pas retenues, malheureusement. Et donc, on pense que évidemment, aucune société ne s'est tournée à 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais si on accompagne suffisamment à la fois les collectivités, à la fois les décideurs économiques, etc., on peut trouver des solutions. Mais alors, des solutions dans lesquelles, excusez-moi, eux-mêmes soient gagnants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, énormément d'acteurs économiques dépendent d'une biodiversité en bon état. Que ce soit l'alimentaire, avec les pollinisateurs, que ce soit la mode, le luxe, les parfums, etc. Enfin, je pourrais citer X nombre de filières économiques qui dépendent de la bonne santé de la biodiversité. Quand bien même la France ferait tout ce que vous dites et lancerait des plans d'envergure, qu'Emmanuel Macron vous écoute, ou que même l'Europe le fasse, qu'est-ce qu'on fait quand des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde ne respectent pas ? Je veux dire, c'est au niveau de la planète, j'imagine. Eh bien, très franchement, ça c'est vraiment des choses qu'on défend depuis longtemps. On met à l'entrée de l'Union européenne des systèmes de taxation, que ce soit sur le carbone, que ce soit sur la biodiversité, pour dire à ces pays, vous ne pouvez pas envoyer chez nous des produits qui sont, des produits qui sont fabriqués sans ces conditions-là. D'ailleurs, vous avez vous-même besoin de politique carbone, de politique biodiversité et j'ajouterai de politique sociale. Et on taxe à l'entrée de l'Union européenne pour ne pas fragiliser... C'est la réalité du marché économique qui est très complexe. Non, je ne connais pas ça. Avec des mesures de rétorsion possibles, qu'est-ce qu'on fait ? Mais si les États abandonnent les outils juridiques, fiscaux, de taxation, effectivement, ils mettent en concurrence nos filières économiques avec des filières dans le monde entier, par rapport auxquelles nos
critères socio-environnementaux ne peuvent qu'être abaissés. C'est-à-dire que des choses qu'on a mis des années et des années à construire, au niveau de l'environnement par exemple, sur les produits phytosanitaires, sur tout ce qui est santé environnementale, eh bien, on pourrait les brader en disant on va faire rentrer des produits sans se protéger. Voilà. Et donc, ça, vraiment, c'est quelque chose de très important. Les politiques, au niveau de l'Union européenne, on est un marché colossal. Si on était la France toute seule, j'entendrais parfaitement ce que vous dites pour les filières économiques françaises. On est dans les 500 millions. On a un marché intérieur. On est totalement en capacité de dire ça on veut et ça on ne veut pas. Mais ça veut dire qu'il faut, aussi bien sur les objectifs climatiques que biodiversité, le vouloir. Merci infiniment, Jean-Daniel Labelle, pour toutes ces explications, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes vice-président de France Nature Environnement, responsable de la biodiversité. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer dans un instant Pierre Jacquemin à Dominique de Montvalon. On va s'arrêter sur les 2 derniers sondages autour des intentions de vote pour les européennes. RN et LREM sont au coude à coude. LR stagne et le Parti socialiste pourrait passer sous la barre très symbolique des 5%. Les cartes peuvent-elles encore être rebattues ou est-ce que c'est le retour du match de la présidentielle ? On va se poser la question avec nos invités. D'abord, ce sujet de Michael Spitzberg. À 20 jours du scrutin européen, alors que la campagne démarre seulement, le mano à mano continue entre le parti présidentiel, La République En Marche et le Rassemblement National. Et cette fois, c'est le parti présidé par Marine Le Pen qui vire en tête dans un sondage. Avec 22% des intentions de vote, il devance ainsi la liste emmenée par Nathalie Loiseau, créditée de 21,5%. Nathalie Loiseau, dont l'un des arguments de campagne est justement d'arriver devant le Rassemblement national. J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement national. Ça fait 5 ans que le Rassemblement national, ou le Front national à l'époque, était le premier parti de France au Parlement européen. C'est 5 ans de perdu. Pendant 5 ans, il y a eu 24 personnes, 19 mises en examen, qui n'ont rien apporté, qui ont été contre tout le temps. Contre la lutte contre la désindustrialisation, contre la lutte contre le terrorisme, contre le renforcement des frontières. Écoutez, qu'est-ce que la France est devenue pendant ces 5 ans-là ? Rien. À droite, les Républicains et leur tête de liste, François-Xavier Bellamy, restent en 3e position, mais stagnent à 13,5%. Mais la plus grosse sensation vient de la gauche. Unie, elle serait en tête des intentions de vote, mais en ordre dispersé, le leadership se dispute entre les écologistes et la France insoumise. Avec 4,5% des intentions de vote, le Parti socialiste, qui a remis son destin entre les mains de Raphaël Glucksmann et son mouvement Place Publique, risque lui tout simplement de disparaître du futur Parlement européen. Une fatalité à laquelle ne croit pas sa tête de liste. Moi, je suis convaincu, je veux dire, nous sommes tous convaincus qu'on sera la surprise de ces élections, la surprise de cette élection, eh bien, il y a encore en France mais des millions d'électrices et d'électeurs qui veulent une alternative de gauche crédible à Emmanuel Macron et aux nationalistes. Reste le principal parti, l'abstention. À l'heure actuelle, seuls 40% des sondés sont certains d'aller voter le 26 mai prochain. Avec nous pour le match des idées ce soir, Dominique de Montvalon, bonsoir, bienvenue, éditorialiste politique, et Pierre Jacquemin, bonsoir, rédacteur en chef de la revue Regard. Merci à tous les deux d'être ici. 2 sondages nous confirment ce mano à mano entre RN et La République En Marche. Dominique de Montvalon, parfois même le RN est en tête. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, c'est pas joué. C'est pas joué. Je pense que les gens, l'ensemble des citoyens ont été pris par tellement, avec les gilets jaunes, et tout ce qui s'est passé, etc., pas tant d'événements, que cette année particulièrement, beaucoup se jouera, dans quel sens je l'ignore, mais beaucoup se jouera dans les 3-4 derniers jours. Il y en a qui hésitent entre 2 listes, il y en a qui hésitent entre aller voter ou pas aller voter, etc. Bon. Est-ce qu'on peut aussi dire que c'est lié au candidat ? Est-ce que Jordan Bardella fait une bonne campagne, que Nathalie Loiseau, comme certains peuvent... Vous voulez me faire dire que Nathalie Loiseau n'est pas un moteur incroyable pour la liste LREM ? Je vous le dis. Si c'est la suggestion, je vous le dis volontiers, c'est clair. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans quelques minutes ? On va avoir à Caen, je crois que c'est à Caen, une réunion publique avec un certain nombre de ministres, et d'abord le Premier ministre en appoint et en appui de Nathalie Loiseau. On peut dire d'une certaine manière que c'est complètement logique dans la dernière ligne droite, c'est un engagement de tout le gouvernement. Clairement, c'est pour lui donner, pour tenter de lui donner un appui, puisqu'elle n'a pas au fond su. Elle a les compétences, elle connaît les dossiers,
c'est pas n'importe qui, elle ne débarque pas sur la planète Europe. Hein. Mais clairement, elle n'a pas su jusqu'ici, elle n'a pas su trouver... emballer les foules. Ni le ton, ni les mots. Oui, emballer si vous voulez. Depuis des mois, Pierre Jacquemin, la stratégie des marcheurs, c'est de schématiser l'élection sous la forme d'un duel RN-LREM. Marlène Schiappa a encore fait ce tweet hier. La situation est assez simple, écrit-elle, où c'est Nathalie Loiseau et Renaissance qui remportent ces élections européennes le 26 mai, ou c'est le Front Rassemblement National. Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que finalement on assiste à ce duel dont parle Emmanuel Macron depuis des mois lui aussi, hein? Oui, Emmanuel Macron a lui-même mis en scène effectivement cette idée qu'il y aurait les progressistes, c'est leur nouvelle théorie. Ils incarneraient le progressisme aujourd'hui et ils incarneraient seuls ce progressisme. Et face à cela, il y aurait les populistes et en l'occurrence un populisme de Mais pourquoi droite. Mis en scène? Pourquoi vous dites mis en scène alors que les chiffres montrent aujourd'hui que finalement mis en scène parce qu'il n'a qu'un seul objectif, c'est de plus avoir d'adversaire politique. Il a déjà anéanti l'échiquier politique. Il a réussi quand même pendant cette présidentielle de faire oublier qu'il existait des partis, qu'il existait un clivage droite-gauche qui, je crois, moi, profondément existe et d'ailleurs qu'Emmanuel Macron a réussi à faire exacerber plus encore. On voit bien aujourd'hui où il est le clivage droite-gauche, mais lui, il n'a qu'une volonté, c'est de montrer, et d'abord de préparer sans doute 2022 et de montrer qu'il est le seul rempart face à Marine Le Pen. Mais à jouer à ce jeu-là, il prend des coups parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il n'est plus celui qui est en capacité de battre Marine Le Pen, même dans le cadre d'un second tour, dans 3 ou 4 ans. C'est ça qui est problématique, c'est à jouer à ce jeu-là. Il prend le risque que d'ici à 2022, il ne soit plus un rempart suffisant sur les questions de démocratie, sur les questions de liberté, sur bien d'autres questions face à Marine Le Pen. Et c'est là où je trouve qu'il y a un enjeu d'ordre sémantique et aussi de manière d'appréhender la vie politique d'une manière générale, c'est qu'en fait, il tue le débat politique. Il dit, il y a les progressistes, c'est moi, et donc c'est ou moi ou le chaos. Donc Marine Le Pen, ce serait le chaos. Mais il faut faire attention, il ne s'agit pas de dire qu'aujourd'hui, on se pose contre Marine Le Pen. Marine Le Pen, aujourd'hui, est devenue bien plus que Jean-Marie Le Pen l'a été en 2001 lorsqu'il est arrivé au second tour. Et elle est arrivée, elle a presque une crédibilité maintenant. On l'imagine totalement, alors qu'on n'imaginait pas Jean-Marie Le Pen exercer le pouvoir. Il y a un air ambiant en Europe qui peut effectivement l'aider à crédibiliser sa possible... Alors, non seulement elle l'a crédibilisé, mais c'est pas que grâce à elle, c'est aussi par les politiques qui ont été menées, que ce soit François Hollande. François Hollande n'a pas mené une politique d'extrême droite, mais quand il fait la déchéance, on prépare des mentalités. Quand Emmanuel Macron fait des lois contre les migrants, quand il fait des lois très, liberticide, j'ose le mot, parce que c'est même les députés En Marche qui l'ont prononcé eux-mêmes. Beaucoup donnent raison à Marine Le Pen dans le débat public, sur la question des migrants, sur la question des libertés, encore une fois, sur la question des frontières. Et voilà, donc il y a une droitisation, voire une extrême droitisation du débat public, donc c'est pas si étonnant que ça. Ce qui, moi, m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas l'impression que si demain Marine Le Pen arrive en tête des élections européennes, ça crée un électrochoc. Alors qu'en Europe, justement, on va voir une assemblée parlementaire européenne qui va être fortement teinté d'extrême droite dans ce Parlement, et c'est ça qui est très inquiétant. D'abord, n'exagérons pas, les jeux ne sont pas faits, il y aura beaucoup d'abstention, on ne va pas surinterpréter, je ne minimise pas le résultat qu'on ne connaît pas encore, je ne minimise pas, mais on ne va pas surinterpréter non plus les sondages et les résultats qui sortira des urnes, si c'est un résultat serré. Il y aura une symbolique importante. Qui sera en tête? Est-ce que ce sera... Alors, je suis quand même étonné de la façon dont vous présentez les choses. Tout le monde donne raison à Marine Le Pen. Non, attendez, pas du tout. Ce qui se passe, c'est qu'elle surfe sur un certain nombre de dossiers que les autres, les progressistes et les autres, n'ont pas voulu regarder jusqu'ici en face. Le dossier de l'immigration, le dossier de la sécurité, jusqu'à un certain point, le dossier quelque part de la laïcité. Je vois que du côté d'Emmanuel Macron, il y a des évolutions qui me paraissent bienvenues. Mais c'est ça le problème. On lui a laissé jusqu'ici le monopole du traitement à sa façon de dossiers sur lesquels les autres ne veulent pas regarder en face. Sous le quinquennat de François Hollande, la gauche avait assumé dans le programme de François Hollande la possibilité pour les étrangers de voter en France et de voter pour les municipales, voter même pour les élections nationales. Pourquoi la gauche n'a-t-elle pas fait une campagne intellectuelle, une campagne politique pour convaincre? La politique, c'est ça, c'est de la conviction. Il ne s'agit pas de céder justement à celui ou celle qui donne le ton dans le débat public. Et aujourd'hui, force est de constater que celle qui donne le ton et le là dans le débat public, c'est Marine Le Pen. Tout le monde lui court après. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on revit les mêmes discussions qu'il y a 2 ans. Dans le Parisien ce matin, un proche du président confie ceci: il ne faut pas se raconter d'histoire, il y a un petit côté comme en 2017. En fait, rien n'a changé depuis la présidentielle, Dominique de Montvalon. Ce qui n'a pas changé, hélas, c'est que les forces d'opposition, il y a peut-être un léger mieux du côté des Républicains, les forces d'opposition n'ont pas su tirer complètement les leçons. On peut parler de Macron, c'est autre chose, mais je parle des forces d'opposition, n'ont pas su tirer les leçons de la déconvenue, je serais tenté de dire un peu de la raclée qu'ils ont prise, de l'avertissement violent
que l'auront donné les électeurs en 2017. Donc quelque part, il faut aussi regarder de ce côté-là. Il y a une espèce de situation de statu quo. Mais Marine Le Pen donne le ton. Non, c'est-à-dire la situation est d'autant plus préoccupante qu'aujourd'hui, il y a des nuages particuliers au-dessus de l'ensemble de l'Europe. Qui donne le ton? Ce n'est pas Marine Le Pen, encore moins celui qu'elle a délégué. Jordan Bardella. Jordan Bardella, très bien. Personne n'imagine que c'est le leader d'après-demain, en tout cas de demain, sûrement pas. Non, c'est Matteo Salvini, c'est Viktor Orban. Ce sont les leaders. Amis de Marine Le Pen. Oui. Non, mais d'accord, mais ce sont les leaders. Non, mais attendez, il y a quelques années, même en 2017, et a fortiori, puisque vous évoquez, après tout, oui, c'est vrai, il faut tenir compte de ce qui s'est passé du temps de Jean-Marie Le Pen et plus près de nous, même avant, on n'avait pas cette situation-là. Il y a une situation en Europe anxiogène, où on a le sentiment et c'est un peu la réalité, que les ultras, d'une part, ont gagné des parts de pouvoir, dans plusieurs pays c'est le cas, et d'autre part, donnent quelque part le ton. Marine Le Pen essaye de suivre dans la foulée de ces gens-là. Et pas qu'un petit peu, c'est même pas qu'à l'échelle européenne, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on imagine totalement, et je pense qu'il faut qu'on l'ait en tête, c'est d'ailleurs ce qui doit réveiller les consciences à droite comme à gauche, c'est que Marine Le Pen, demain, peut prendre le pouvoir. Et je ne fais pas d'extrapolation, je pense qu'elle est en situation, elle a tout fait, et vous reprenez tout son programme sur les questions sociales, les questions sociétales, même sur l'écologie, elle a revu tout son programme. Maintenant, elle est même plus anti-Europe, elle est même plus pour la sortie de l'Union européenne. Mais je ne déresponsabilise pas non plus la gauche. Je parle d'Emmanuel Macron qui joue ce jeu mauvais, mais la gauche aujourd'hui n'apparaît pas comme une option crédible, en tout cas une proposition, une alternative crédible, ou en tout cas une opposition qui serait crédible. Même dans la République Macron, on a besoin d'une gauche qui tienne la route et qui ait un projet. Si on a l'impression de rejouer le match de 2017, c'est aussi parce que les oppositions mettent du temps à se reconstruire. Certaines ne parviennent même pas du tout à se relever de cet échec de la présidentielle. C'est le cas du Parti Socialiste, 6% il y a 2 ans. Il pourrait cette fois passer sous la barre des 5%. On l'a vu dans le sujet de Michael Spitzberg il y a une seconde. Pas de panique pour Raphaël Glucksmann. Voilà ce que dit la tête de liste. La campagne ne fait que commencer. Je peux vous assurer que la dynamique qu'on va lancer va surprendre tout le monde et nous serons bien au-dessus des sondages actuels. Même tonalité tout à l'heure, c'était au micro de notre journaliste Michael Spitzberg. Enfin, la campagne allait commencer et qu'on allait pouvoir parler d'Europe, qu'on allait pouvoir parler d'autre chose que d'Emmanuel Macron, qu'on allait pouvoir discuter projet contre projet et qu'on allait voir à nouveau que la gauche et la droite, c'était pas la même chose et que c'est la droite qui nous dirige aujourd'hui et que face à cette droite qui nous dirige, eh bien, il faut une gauche forte, crédible, qui s'inscrive dans un projet profondément européen, qui a des alliés en Europe. C'est cette espérance-là qu'on va porter. Et en 20 jours, vous allez voir qu'on sera la surprise du scrutin et qu'on générera l'enthousiasme qui est l'antidote au fatalisme. Pierre Jacquemin, c'est la méthode Coué ou il a raison d'être optimiste, Raphaël Glucksmann? Hélas, je pense qu'il a tort d'être aussi optimiste. Et d'ailleurs, il en avait fait le constat lui-même. Il ne fallait pas que cette élection européenne soit en gros, ce soit la campagne pour savoir qui va arriver le premier à gauche. Et il avait tout fait pour essayer de faire en sorte que la gauche soit rassemblée pour les européennes. Et pour le coup, il a essayé ça. Mais son choix final, moi, me surprend, puisqu'il décide de s'allier avec les sociaux-démocrates, le Parti socialiste. Il dit qu'aujourd'hui, ils sont en train de réinventer une nouvelle social-démocratie qui est la principale responsable de l'échec de l'Union européenne. Qui est aussi, la gauche de Hollande. La gauche de François Hollande, mais même d'une manière générale, où pour le Parti socialiste européen, il vote beaucoup de choses avec la droite. Et donc cette confusion des genres qui fait qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien où va le Parti socialiste, notamment à l'échelle européenne, crée de la conflictualité. Non, ne crée pas de conflictualité justement, et crée une ambiguïté. Et cette ambiguïté qui a conduit à mener des politiques toujours au centre et toujours au centre droit à l'échelle européenne, a fait perdre la gauche. A fait perdre la gauche sur ses idéaux, sur sa capacité à rebondir, sur sa capacité à changer radicalement la vie des gens. Et c'est cette Europe-là qu'on a perdu. Et donc cet idéal d'une Europe, comme il le propose Raphaël Glucksmann, une Europe progressiste, une Europe humaniste, écologique, démocratique, on peine à y croire. On peine d'autant plus à y croire qu'ils sont les 5 listes de gauche à raconter à peu près la même chose. Donc on s'y perd totalement. Et donc je pense que son optimisme, évidemment, relève davantage de la méthode Coué qu'autre chose. Oui. Dominique de Montvalon. Non, alors 2 choses. La première, que je ne vais pas vous paraphraser, avec sincérité et avec témérité. Non pas avec témérité, avec sincérité, vous faites la description de la situation des gauches, on ne peut plus parler de la gauche aujourd'hui, des gauches, qui sont en panne idéologique, en panne d'unité, mais je ne m'en réjouis pas. Ça a un rapport avec ce que vous disiez auparavant. C'est terrible cette situation-là, il ne faut pas non plus l'imputer à Raphaël Glucksmann à lui seul. Penser que le Parti Socialiste, c'est pas fait, mais penser que le Parti Socialiste pourrait ne même pas atteindre le score de 5%, mais attendez...
ceux qui ont lu les livres ou qui ont le plus de mémoire, ce serait pour moi, se souviennent que ça remonte à l'époque, j'ai brusquement même un doute. Il y a l'époque, Gaston Defferre, voilà. Gaston Defferre s'était présenté, je ne sais plus s'il avait franchi la barre des 5%. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait François Mitterrand qui avait surgi, qui avait entrepris une lente reconstruction idéologique dans un autre contexte. Donc, voilà, on est dans le même processus. On n'est pas dans le même processus. Mais c'est assez terrible. Il ne suffit pas de dire Marine Le Pen, dans la foulée de Orban et en tout cas de Salvini, tout ça est terrible, et puis etc. etc. Bon, d'abord, elle fera un score. Peut-être sa liste arrivera-t-elle en tête. On ne va pas non plus... gardons notre sang-froid. Mais les vents lui sont favorables. Et pour ce qui est de la gauche... Il faut autre chose. Mais Raphaël Glucksmann, il fait le job. Mais ça sonne pas vrai. Christiane Taubira, dont on parle beaucoup depuis 24 heures. L'enthousiasme, vous vous rendez compte? Vous l'avez entendu, l'enthousiasme? Et ce soutien un peu, Christiane Taubira appelé à la rescousse, qui va le soutenir, qui va l'accompagner lors d'un meeting. C'est important, sans doute, d'avoir des personnalités. Mais même Christiane Taubira, on sait qu'elle est très... on sait quels sont ses projets, ce qu'elle défend sur le plan social, sur le plan sociétal, c'est même notamment. Qu'elle soutienne. Non, je trouve pas ça si surprenant, mais parce que sur qu'elle défend sur le plan européen. Mais non, mais moi, vous le savez, Christiane Taubira, je ne sais pas ce qu'elle défend sur un plan sur la question économique, par exemple. Je ne sais pas si elle est pour remettre en cause la question des traités, la question du 3% qui impose des politiques d'austérité. C'est ça qui est quand même problématique. Et moi, ce que je crois, c'est que, en tout cas, un des chocs de cette européenne, même si effectivement les résultats ne sont pas connus encore, c'est que d'abord, effectivement, il y a un risque de voir les sociodémocrates ne plus avoir d'existence au Parlement européen, les communistes pareil, Benoît Hamon pareil. Les seuls qui vont peut-être un tout petit peu tirer leur épingle du jeu, c'est les écologistes et la liste de la France insoumise. Mais il ne faut pas se réjouir de ça. Et encore, la liste de la France insoumise à la baisse, apparemment. La gauche ne dépasse les 10%. Mais c'est quoi cet échiquier politique où effectivement on a une droite qui est surabondante et la gauche n'existe pas? Vous avez répondu à ce que vous disiez au début. Ça interroge. Effectivement, un des enjeux aussi, c'est la question de l'abstention. Et c'est vrai que l'abstention ne profite jamais à la gauche. Et aujourd'hui, l'abstention. Non, mais il n'y a pas que ça. Les gens ne se mobilisent que s'il y a une gauche qui est capable de changer la donne. Et aujourd'hui, elle n'est pas capable. Ça interroge sur l'esprit de... Pardon, je ne fais pas la morale en disant ça, mais on a besoin d'une gauche, qu'on soit de gauche ou pas, qu'on vote pour la gauche ou pas. Ça interroge sur l'esprit de responsabilité de tous ceux qui se revendiquent de gauche, qui aujourd'hui cultivent chacun leur petit jardin, etc. C'est terrible. Et puis il faudrait quand même que la gauche actualise son credo. Enfin, je veux dire, il ne suffit pas de dire c'est mal Marine Le Pen, c'est mal Salvini, oh là là, il y a le truc. Comment ça se fait qu'on en est là? Vous avez raison. Il ne suffit pas de dire Macron, c'est pas bien, etc. On passe vous avez raison. À dire ça. Un des torts, ou peut-être pas un tort, parce que je respecte beaucoup Christiane Taubira, mais c'est vrai que c'est pas en affichant des têtes d'affiche à côté de lui. Ouais. C'est pas ça qu'aujourd'hui il y a quand même une crise qui s'appelle les Gilets jaunes. Les gens sont passés à autre chose. Non seulement ils sont passés à autre chose, mais c'est pas des têtes d'affiche qui font qu'on va aller voter pour Raphaël Glucksmann. C'est un projet, c'est aussi une adéquation, c'est être en phase aussi avec ce qui se passe dans la société. C'est ça. Alors en tout cas, du côté de l'exécutif, ça continue d'avancer. C'est le dernier sujet que je voudrais aborder avec vous ce soir. Ce sommet social organisé ce matin à Matignon. Syndicats, patronat, représentants d'élus locaux et ONG étaient conviés pour parler emploi, formation, apprentissage et transition écologique. La CGT a refusé d'y aller, les autres ont accepté. Je voudrais qu'on écoute quelques réactions recueillies à la sortie par Adrien Develay. Il s'agit d'apporter par la mobilisation de tous des solutions concrètes et territorialisées aux questions que se posent nos concitoyens et un certain nombre de problèmes concrets qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Mon appréciation, elle est simple, c'est que la porte est entrouverte, il faut mettre le pied dans la porte pour essayer de pousser nos idées, c'est ce que va faire la CFDT. Bon voilà, alors c'était un peu une grand-messe, mais certains effectivement sont interrogés, je m'interroge un peu sur le sens de cette réunion, parce que le Premier ministre a effectivement dit qu'il ne s'agissait entre guillemets, que de rendre plus efficaces les dispositifs qui existaient en matière d'apprentissage, de retour à l'emploi, de transition énergétique, et manifestement d'autres acteurs, chez les partenaires sociaux, mais pas seulement, étaient venus d'ailleurs dans l'attente de mesures nouvelles à la suite du grand débat. Vous y croyez à ce mini sommet social, Pierre Jacquemin, où c'était histoire de réintégrer les corps intermédiaires aussi? Je n'y crois pas du tout, et je n'y crois pas parce que j'écoute ce que disent les partenaires sociaux, que ce soit le patronat ou que ce soit les syndicats, ils le disent. Il y a eu plein de concertations, notamment sur les retraites. On a l'impression qu'on nous a écoutés, mais qu'au final, ils ont déjà fait leur choix. Effectivement, un des grands enjeux aujourd'hui, on l'a vu avec les Gilets jaunes et ce que veulent les Français, ce que disent les Français, c'est aussi la question des salaires. C'est là où aujourd'hui il faut effectivement réunir l'ensemble des partenaires sociaux. Mais ça ne veut pas dire une concertation, ça veut dire une véritable négociation pour augmenter les salaires dans notre pays. Et c'est pas ça qui est en train d'être dessiné. Et je
comprends que la CGT n'ait pas voulu participer à ce qui ressemblait à une opération de marketing, une opération de communication où effectivement on a envie de montrer qu'on rassemble tout le monde et qu'on va rediscuter. Derrière la CGT pour affirmer votre conviction. Non, je viens même de citer le patronat qui aujourd'hui explique sur les retraites, ils ont même l'impression d'avoir été non écoutés. Moi, je dirais qu'on jugera au résultat le moment venu, mais je pense que ça n'avait que trop tardé. C'est excellent. C'est ce qu'il faut. Un pouvoir jupitérien qui décide. Dominique, vous n'avez pas l'impression que tout est déjà décidé, tout est déjà plié? Non. Stanislas Guerini, le patron d'En Marche, hier a dit on en a besoin pour faire le dernier kilomètre. C'est quand même. On verra. En tout cas, encore une fois, de mon point de vue, c'est le leader de la CFDT qui voit juste et qui parle juste, non sans courage, parce que on ne sait pas de quoi l'avenir immédiat va être fait, mais il parle vrai. En tout cas, je ne sais pas s'il parle juste, il parle vrai. Pierre Jacquemin. Je ne sais pas s'il parle vrai. Chacun en tout cas, effectivement, il a une démarche qui est une démarche. Il faut discuter avec le gouvernement. Et on voit bien que depuis le temps qu'il demande à discuter avec le gouvernement, il ne reçoit que des portes fermées. C'était au début des Gilets jaunes. C'est le premier à avoir tendu la main. Il ne l'a pas obtenu. Ça manque un peu de radicalité quand même pour défendre les travailleurs dans notre pays. Et c'est quand même le principal rôle qu'on attend d'un syndicaliste, d'autant plus de la première. Il ne vous a pas échappé qu'il s'est passé un certain nombre de choses. Mais on attend de M. Laurent et que le pouvoir en tirait de première leçon. On attend de M. Berger qu'aujourd'hui, en plus, on voit bien la crise qui s'est passée à France Télécom avec les suicides, les conditions de travail qui sont déplorables, que ces gens-là, les syndicats en première ligne, et M. Berger en a sans doute une responsabilité majeure, défendent les travailleurs, les salariés, le pouvoir d'achat, les salaires. Et c'est pas ça qui est aujourd'hui à l'ordre du jour des négociations. Français aujourd'hui. Voilà, je dis ça juste pour clarifier les choses. Oui, avec des taux de participation. Ce sont les salariés qui l'ont décidé. Oui, sans doute. C'est pour ça qu'il a d'autant plus une responsabilité de taper ce point sur la table et d'imposer un rapport de force. Une sévérité avec lui. Je suis pas sévère, mais c'est incroyable. Regardez, même le 1er mai, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord pour essayer de peser sur le gouvernement. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Fin de ce match, place au grand débat. Vous m'avez fait ma transition. #OVPL pour réagir sur Twitter. On va effectivement s'arrêter sur l'ouverture du procès France Télécom. Souvenez-vous, fin des années 2000, une vague de suicides endeuille l'entreprise qui est en pleine réorganisation. L'affaire est très médiatisée et pointe des problèmes majeurs de management, de souffrance au travail. Les choses ont-elles évolué depuis? On va se poser la question avec nos invités. D'abord le sujet de Flora Sauvage. 45 jours d'audience pour lever le voile sur la vague de suicides à France Télécom. Entre 2008 et 2009, 35 salariés de l'entreprise se sont donné la mort. Objectif irréalisable imposé aux salariés, management par la terreur. Béatrice Panier est salariée d'Orange. Elle raconte sa tentative de suicide en 2011 sur son lieu de travail. Je suis encore là aujourd'hui parce que les collègues m'ont ceinturé et m'ont empêché d'eux. Mais voilà, disons que tout ce qu'avait préconisé Stéphane Richard n'a absolument pas été mis en place. Le procès qui s'est ouvert ce lundi à Paris est celui du harcèlement moral organisé à l'échelle d'une entreprise par ses dirigeants. On peut regretter qu'il n'a pas été retenu l'homicide involontaire, parce qu'au regard des préjudices subis par les personnes, au regard d'une méthode de management volontaire qui a été mise en œuvre, nous aurions aimé que cette qualification soit retenue. Parmi les prévenus, 6 anciens cadres dirigeants et l'ex-PDG Didier Lombard, qui encourent jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les peines encourues sont relativement légères quand on parle de suicide, de mise en danger de la vie d'autrui. Évidemment, c'était d'autres peines qui étaient encourues. Après, ce procès, c'est sur le harcèlement. C'est la première fois en France que cette notion de harcèlement va pouvoir être, en tout cas, on va pouvoir l'utiliser pour condamner une entreprise et des dirigeants. Au cours de ce procès fleuve, les prévenus ne seront pas jugés pour leur choix stratégique, mais pour leur méthode. Les familles des victimes espèrent que les anciens patrons de France Télécom reconnaîtront leurs fautes. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin ce soir, Sophie de Menton, bonsoir. Présidente du mouvement éthique et présidente de la Société de management des entreprises. Didier Bille, bonsoir. Bonsoir. Consultant en ressources humaines, auteur de DRH, la machine à broyer. Valérie Michaud, enseignant-chercheur en école de management et professeur de stratégie à la Neoma Business School. Et Marie-France Irigoyen, bonsoir et bienvenue à vous également, psychiatre et psychanalyste. Vous avez notamment travaillé sur le harcèlement au travail et vous êtes l'auteur de L'Énarcisse. Merci à tous les 4 d'être ici. Ce soir, on ne va évidemment pas revenir en détail sur le cas de France Télécom que personne ne connaît ici et le procès vient de s'ouvrir, mais plutôt sur ce qu'il a révélé. Didier Bille, qu'est-ce que cette affaire a mis au jour pour vous? Qu'est-ce qu'elle nous a appris? Appris, je dirais pas grand-chose. Ce que ça a mis au jour, ce n'est pas tellement une dérive individuelle d'une société, c'est plutôt les dérives du néo-management et de l'impact que ça peut avoir sur les gens quand on va un petit peu trop loin. Donc c'est plus une dérive.
dérive d'un processus, d'un procédé, d'une mode, le néo-management. Sophie de Menton, vous êtes d'accord? C'est ce que nous a appris cette affaire? Je suis très mitigée parce que ce sont des cas très douloureux et il est évident qu'il y a certainement des circonstances qui sont dramatiques pour les salariés. Je suis dans un autre process parce que c'est toujours à charge contre l'entreprise, contre le management. J'ai monté la fête des entreprises, j'aime ma boîte, il y a 16 ans. Et régulièrement, 80% des salariés déclarent j'aime ma boîte. Tous les ans, on fait un sondage, etc. Donc je suis plutôt dans le positif et dans le fait que les salariés sont plutôt attachés à leur boîte, que c'est même un recours en ce moment, que ça devient même un recours par rapport, c'est la famille d'abord et l'entreprise, mais par rapport à la politique, à tout ce qui était des recours et des repères, c'est tombé. Donc c'est parce qu'elles aiment leur boîte que c'est difficile. Oui, mais attendez, ils aiment leur boîte, mais j'étais au Conseil économique et social lorsqu'on nous a donné à étudier le suicide au travail, lié en particulier au harcèlement, et donc on a entendu mais c'est peut-être là qu'on s'est vu. C'est là qu'on s'est vu. D'accord. Et on a consulté d'éminents psychanalystes et psychiatres, etc. Et on s'est quand même aperçu aussi, je parle du suicide puisqu'on parle quand même du procès de France Télécom, d'abord, et vous confirmerez peut-être, que le suicide c'est un ensemble de choses, ça ne peut pas être lié exclusivement au travail, que c'est un contexte, etc. On a vu aussi que par rapport au nombre de suicides à la même époque, le taux de suicide à France Télécom était équivalent à la moyenne nationale et que c'est les chiffres que j'avais au Conseil économique et social, et que en revanche, il y avait effectivement de plus en plus tendance, qui est un signe, de se suicider sur le lieu de travail, ce qui est un signe. Et ça, effectivement, c'est pas innocent. Ouais, alors, sans employer le mot du PDG à l'époque, qui était la mode du suicide, mais vous nous dites en gros que c'était une tendance. Non, on va juste continuer ce tour de table, si vous le voulez bien. Je rappelle quand même le contexte dans lequel ont eu lieu ces suicides. Ouverture à la concurrence, désengagement de l'État, virage numérique, 22 000 suppressions de postes, 10 000 changements de métier. Marie-France Irigoyen, c'est aussi un cocktail explosif, ça, pour un salarié, parce que ça crée un climat d'anxiété? Oui, alors je crois que très souvent, autour de ce procès, on fait une confusion entre les risques psychosociaux en général et le harcèlement moral. Là, c'est un procès pour harcèlement moral. Quand nous avions préparé la loi sur le harcèlement moral il y a donc 20 ans, avec Elisabeth Guigou, il était clair que c'était aussi une loi qui devait amener un questionnement pour les dirigeants et que ça devait servir d'exemple en quelque sorte. Dans le cas de France Télécom, c'est pas simplement des dérives parce qu'il y avait beaucoup de pression, c'était un management qui était, on va dire, un management cynique. C'est-à-dire, moi j'ai reçu par exemple des patients, je pense à un monsieur qui était ingénieur et qui a été oublié avec 3 autres de ses collègues sur un plateau, sans télé, sans téléphone, sans ordinateur, sans rien, avec simplement la pression pour qu'ils partent. Des gens à qui on a donné un poste à 150 km de là où ils habitaient. Donc il y a quelque chose qui est différent des autres risques psychosociaux, à savoir que dans le harcèlement moral, on vise chaque personne, même quand c'est collectif, chaque personne spécifiquement. Et ça fait souffrir, incontestablement. Le texte parle de dignité, d'atteinte à la dignité, mais je crois que là, cette façon de faire était très clairement une atteinte à la dignité. Valérie Michaud, j'imagine que c'est un point de repère, ce cas France Télécom, quand vous enseignez, vous, aux jeunes, le management? Oui. Malheureusement, mais c'est effectivement un cas emblématique. Alors, je dirais peut-être pas complètement de néo-management où c'est pas forcément... c'est un cas très particulier quand même. C'est une entreprise qui passe du privé, du public vers le privé. Oui, le contexte était particulier. 10 000, vous l'avez rappelé, personnes qui ont changé de métier. Les métiers, c'est quand même identitaire. Donc, il y a quand même un contexte très particulier avec des outils qui ont été utilisés, mais qui n'ont pas été utilisés que chez France Télécom. Les outils, ils ont été utilisés 10 ans avant aux États-Unis et encore maintenant et dans beaucoup d'autres
d'autres entreprises. Mais ces outils ont été mal utilisés et en fait, ils ont servi à anesthésier la ligne hiérarchique au lieu de la réveiller, ce qui a empiré l'ensemble des éléments dont vous parlez, qui sont quand même très spécifiques du cas France Télécom. Didier Bie, vous vouliez réagir? Oui, il y a deux choses qu'on entend trop souvent et je pense qu'on ne peut pas les laisser passer. La première chose, c'est dans le cas de France Télécom que France Télécom aurait eu un taux de suicide équivalent au taux de suicide en France. C'est faux. En fait, quand on compare le taux de suicide de France Télécom et qu'on le compare au taux de suicide en France, il ne faut pas oublier que le taux de suicide en France, il comprend les populations les plus majoritairement touchées, les agriculteurs, mais également les adolescents, les personnes de plus de 75 ans. Comparer le taux de suicide dans une entreprise, France Télécom ou n'importe laquelle, au taux de suicide en France, c'est comparer des pommes et des poires. C'est comparer deux choses qui n'ont absolument aucun rapport. Le deuxième point. Le deuxième point, c'est que, comme d'habitude, chaque fois qu'il y a un incident de type suicide dans une entreprise, on entend l'excuse, oui, mais le suicide, le passage à l'acte a plusieurs causes. Sous-entendu, le travail n'en est qu'une seule. Soit, je veux bien entendre cela, mais même si le travail n'avait comme responsabilité, comme part de responsabilité dans le passage à l'acte que 1%. C'est déjà trop. Voilà, exactement. Juste un petit mot ça me par paraît rapport important. à ça. Oui. Alors, pour aller dans le même sens, si on compare les taux de suicide, actuellement, il y a des populations, des secteurs professionnels qui sont extrêmement touchés, secteur de la santé, où les soignants se suicident. La police. Beaucoup, et la police. C'est-à-dire, ce sont des lieux qui sont fonction publique et où les conditions de travail se sont terriblement dégradées. Donc, effectivement, il faut le remettre dans un contexte. Alors, il y a aussi quelque chose sur lequel je voudrais insister, parce qu'évidemment, moi, mon univers, c'est l'entreprise. Et alors, je partage tout à fait ce que vous dites, même 1% c'est trop. Oui, ces professions, c'est terrible, l'hôpital, les policiers, etc. Mais dans les entreprises, on néglige trop, on met l'entreprise, le système, la direction, etc. Ce sont des hommes, la responsabilité individuelle a été terriblement diluée. Et je trouve qu'on se cache derrière ça. C'est inadmissible. On voit des petits chefs que personne ne dénonce. Il y a une complaisance des autres salariés. Vous voulez dire que c'est pas forcément structurel? Non, c'est pas forcément structurel. Ce sont des personnes. D'abord, tout le monde est responsable. Quand on voit une collègue qui est harcelée, on réagit. Et en France, on a tout dilué. C'est la faute de l'entreprise. On est responsable, pas coupable. On a le coupable idéal, c'est l'entreprise. Absolument. Et donc, moi, j'insiste beaucoup sur cette dilution de la responsabilité individuelle. C'est vrai qu'on l'a connu partout. Et nous, on le voit dans toutes les entreprises que je dirige, avec des patrons qui disent on a un type insupportable là, à tel truc, qui met une pression, etc. Mais personne ne dit rien. Personne ne dit rien, et c'est pas forcément l'entité entreprise qui veut des résultats incroyables, etc. Il y a un sadisme souvent chez je dis pas des DRH, mais ou des encadrants, ou des managers dans toutes les professions, qui sont là, et qui sont trop contents d'appliquer ça et qui vous mettent au placard. La question ce soir, c'est aussi de savoir si des leçons ont été tirées depuis cette affaire. Y a-t-il un avant, un après? Je voudrais vous lire les propos de Julien Pelletier, spécialiste au sein de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, interrogé dans le Figaro ce matin. Voilà ce qu'il nous dit. On peut dire que l'affaire France Télécom est la goutte d'eau qui a déclenché toute une activité autour de la prévention du stress en entreprise. Alors il se trouve que dès février 2010, Matignon avait demandé un rapport intitulé Bien-être et efficacité au travail. Ironie de l'histoire, il est co-rédigé par Muriel Pénicaud, actuelle ministre du Travail, mais à l'époque, elle est DRH chez Danone. Et voici ce qu'elle préconisait, c'était lors de son audition au Sénat, on a retrouvé l'archive. C'est qu'il y a quelques actions clés à prendre en termes de formation initiale et continue des managers, en termes de mesure de la performance sociale et pas simplement de la performance économique et financière, dont la rémunération variable de l'ensemble du management, dans la mesure des impacts économiques, des impacts humains et sociaux des décisions d'organisation, et dans le fait de donner des marges d'autonomie collective et de performance collective, de restaurer le lien social collectif dans l'entreprise. À l'époque, elle donne pas mal de pistes, Valérie Michaud. Est-ce que ces pistes vous semblaient être les bonnes? On était en 2010.
Alors, depuis, il y a quand même une législation sur les risques psychosociaux qui est quand même arrivée dans les entreprises. Donc, on peut espérer qu'elle est mise en œuvre et qu'il y a des choses qui sont faites. Et les choses sont allées dans ce sens-là. Alors, au niveau... pour l'anecdote, quand même, en formation, il est classique, quand vous avez des grands changements stratégiques, de former les salariés. Ça, c'est pour les très grands groupes. Hein. On ne parle pas du tout des PME. Ah non, mais même dans une PME, vous formez la ligne hiérarchique à accompagner. Voilà. Mais le problème, c'est que souvent, et pour l'avoir vécu récemment encore, d'avoir été confrontée à quelques collègues consultants, vous avez des outils qui sont caducs, qui sont appris dans le cadre de ces formations faites pour prévenir les risques psychosociaux. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a des outils qui ont été dénoncés par les syndicats dès 2009 qui continuent à être utilisés. Alors c'est tout le problème, ces outils peuvent être très bien utilisés. Il y a des cabinets qui utilisent extrêmement bien ces outils. Et puis vous avez quelques cabinets qui utilisent encore ces outils pour... je dirais, anesthésier. Voilà, c'est normal parce que finalement... Il y a 20% des boîtes qui utilisent ça, même pas. Oui. Alors, ce que moi je constate, puisque je travaille sur ce sujet depuis longtemps, c'est que effectivement, il y a eu des lois, en particulier, il y a eu des jurisprudences en 2008 et en 2009, dont une importante parlant du harcèlement managérial, puisque des méthodes de gestion, dès lors qu'elles s'appliquent à un salarié particulier, peuvent constituer du harcèlement moral. Ça, il y a des protections, il y a une obligation de sécurité dans la prévention des risques sociaux, etc. Effectivement, il y a ça. Des choses ont été faites. Oui, mais en même temps, il y a de plus en plus de pression. Pression qui est sur les dirigeants pour de la performance, toujours plus de performance financière. Et donc, pression aussi sur les personnes. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a effectivement une dégradation du général. Les gens ont envie de travailler, ils aiment leur travail, vous parliez tout à l'heure, mais ils s'épuisent. Il y a ceux qui travaillent trop, et en particulier tous ceux qui sont ce que les entreprises appellent des hauts potentiels, à qui on met beaucoup de pression et qui craquent en burn-out pour certains. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas assez d'envergure et qui vont devenir des harceleurs, par exemple, et qui, parce qu'on leur met la pression qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas suffisamment solides, ils vont remettre cette pression sur d'autres en harcelant. Vous oubliez quelque chose aussi de fondamental, c'est le choix. D'abord, je ne suis pas d'accord, je trouve que ça va mieux, mais je dirais pourquoi. Mais ce qui est épouvantable, c'est les nouvelles technologies. Oui, je veux dire ça. Et ils se burn out tout seuls. Non, dans les entreprises. Oui, le burn-out, c'est une pression que les personnes se mettent eux-mêmes. Je suis d'accord avec vous. Mais si les personnes se mettent une pression, c'est parce qu'on les culpabilise. Ils essaient d'être assez performants. Juste pour accompagner ce que vous dites. On est obligé dans les entreprises d'interdire les mails. C'est les patrons qui disent. Je vais vous donner quelques chiffres pour que les téléspectateurs comprennent bien où on en est, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de stress au travail, de burn-out. Je crois même qu'on n'en a jamais autant parlé, de dépression. D'abord, ceux du cabinet Stimulus en 2017. 52% des salariés se disent anxieux au travail, 29% présentent un niveau dépressif élevé, 6% sont probablement en dépression. Une autre étude, celle de Via Voice, Harmonie Mutuelle, 2017 également, 24% des salariés français sont en situation d'hyperstress, considérée comme dangereuse pour leur santé. 18% des salariés affirment avoir été victimes d'un burn-out et 22% en ont été témoins dans leur entreprise. Donc on a l'impression que c'est pire qu'avant. Peut-être Didier Bille. Alors, moi, je voudrais juste dire, pour aller dans le sens de ce que vous avez dit, effectivement, le burn-out, on se le met soi-même et il n'y a pas que le travail. Il y a effectivement la pression de la société qui fait que nous voulons tous être performants. Besoin de performance mais partout. Il n'empêche qu'au niveau du travail, ça s'est, selon moi, aggravé parce que les personnes ont incorporé toutes ces pressions générales de réussite.
Bon, je vais abonder dans votre sens. Quand on n'est pas d'accord, retournons aux data et aux données, regardons les chiffres. Et selon l'assurance maladie, entre 2011 et 2016, le nombre de pathologies liées au travail et au sein des entreprises a augmenté de 60%. Et le nombre de maladies professionnelles, psychiques, a augmenté de 700%. A été multiplié par 7. Alors la question c'est, nous parlons de chiffres. Nous parlons de chiffres. Je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Ensuite, vous parliez de burn-out, de haut potentiel, etc. Et vous avez tout à fait raison. L'un des principes du néo-management, c'est de faire en sorte que les individus internalisent la pression, qu'il n'y ait plus besoin d'un petit chef derrière eux, qu'ils deviennent leur propre petit chef. Et ce que vous disiez, qui se pousse quasiment, même si ça peut choquer de le dire, je ne vous interromprai pas, n'ayez crainte, même si ça peut choquer de le dire, mais je suis d'accord avec vous, que des salariés puissent se pousser au burn-out eux-mêmes. Mais sur d'autres sujets que l'entreprise, c'est ça ce que je veux dire. Oui, mais nous parlons de l'entreprise aujourd'hui. Nous parlons de la vie actuelle, avec le stress qu'il y a, les chaînes d'infos en continu, avec des drames qu'on voit en permanence, avec la communication permanente. Je veux dire que... qu'il n'y a pas que l'entreprise, il y a un climat anxiogène général. Il y a un climat terriblement anxiogène. Il y a aussi la facilité d'utiliser les mots. Vous rencontrez des gens toute la journée qui vous disent « je suis port du burn-out ». Je veux dire, il y a une inflation aussi par rapport à ça. Donc je ne nie pas du tout qu'il y a des responsabilités dans l'entreprise qui soient absolument évidentes. Je ne pense pas que ça ait empiré. Je pense qu'on est beaucoup plus sensible à ça. Je pense que tout le monde s'auto-analyse. Les gens disent « je suis complètement déprimé ». Il y a franchement, enfin, vous qui êtes médecin, il y a quand même une forme de nombrilisme. Non, peut-être de vraies douleurs ressenties, je pense. Mais avec un contexte général qui est terrible. Valérie Michaud. Alors, pour donner raison et tort à personne, je vais essayer. Mais vous pouvez aussi un peu. En fait, je pense que le cas de France Télécom est assez intéressant. Donc, France Télécom est devenue Orange et Orange a pris quand même des mesures. Et notamment, il y en a une qui a été de responsabiliser la ligne hiérarchique en prenant, je crois, une centaine de cadres et en introduisant dans leur salaire une part prise, qui correspondait au climat social. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas réapparaître chez France Télécom par la suite, puisque le climat social était en continu monitoré. Voilà, et donc je pense que ça, c'est une bonne solution aussi qui pourrait Alors être justement, on peut parler de mesures et de changements dans les entreprises. Depuis quelques années, l'ère de la start-up a un peu changé la donne aussi. Alors pour essayer de faire le bonheur des salariés, on a parfois installé des baby-foot, mis en place des séances de massage, de sophrologie, des salles de sport, des salles de repos dans les entreprises. Aujourd'hui se développe même le métier de coach du bien-être au travail. On parle de happiness manager. Écoutez ce témoignage recueilli il y a quelques mois par notre journaliste Marie Brémaud et on en parle après. Pressing, cordonnerie, livraison de fleurs, lavage auto, réparation de smartphone. Donc on aide le collaborateur au quotidien, on lui facilite le quotidien. Et l'autre partie, c'est vraiment les événements, où là, on lui apporte plus que du faciliter la vie, on lui apporte du bien-être. Ça réagit beaucoup. Alors Marie-France Irigoyen d'abord. Pour moi, tout ça, ce sont des mesures cosmétiques. C'est très bien, mais c'est pas ça qui va changer la souffrance des personnes. Quand on fait de la prévention du harcèlement ou des risques psychosociaux, il y a de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Je crois qu'on ne s'interroge pas suffisamment sur les méthodes de management qui se sont durcies. Il y a de plus en plus de changements et il y a de l'adaptation au changement, mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter aussi vite. Tout va très très vite et tout s'est déshumanisé. Et en fait, les personnes, alors ça s'est déshumanisé, c'est aussi à cause des nouvelles technologies. Mais il n'empêche que dans la réalité, le management lui-même aurait à être repensé pour laisser plus de place aux personnes et aux petits. Ça va au-delà des baby-foot. Ça va au-delà des baby-foot. Ça, c'est du cosmétique et c'est pas mal, mais quelquefois
on se sert de ça pour masquer qu'on ne fait rien. Je vois aussi parfois des entreprises où on a un beau discours, une bonne charte éthique impeccable, et où derrière, il y a des pratiques qui sont tout à fait contestables. Sophie de Menton. Et parfois, c'est aussi pour faire en sorte que le salarié reste plus longtemps au travail. Enfin, il y a aussi C'est possible d'avoir plus de temps au travail. Ce n'est pas le cas. C'est très réglementé. Et je garantis il n'y a pas d'altruisme, je veux dire, dans l'idée de mettre un baby-foot dans son... D'abord, il n'y a pas les entreprises. Ce sont des entreprises très différentes. Et je vais vous dire contrairement à ce qu'on peut croire, des grands groupes ont beaucoup plus de moyens. Et je vais vous dire que souvent, le harcèlement, c'est dans les toutes petites boîtes où, effectivement, il n'y a pas les moyens de dire non, on est isolé en Corrèze et il n'y a pas une boîte à côté pour changer. Où le patron, il ne sait pas ce que c'est que le risque psychosocial, non mais je rêve. Et où là, c'est difficile. Et je pense que les PME sont beaucoup plus fragiles de ce point de vue-là parce que c'est pas arrivé. Alors maintenant, il y a les moyens. Il y a plus de PME que de... Absolument, voilà. Il y en a 2 millions par rapport aux grands groupes. Alors maintenant, on a eu aussi le bouquin de Bouzou et Juliette Funès. Alors tout d'un coup, on était devenu ridicule parce qu'il y avait le massage, etc. Moi, je suis désolée, quand j'offre une séance de massage dans la boîte, ils sont surtout elles d'ailleurs, fous de joie. Ils ont très envie d'avoir à déjeuner ensemble, d'abord, c'est compliqué aussi parce que il y a des trucs qui sont ridicules, genre la motivation. Ne confondons pas le bien-être et les exercices de motivation. On fait du saut à l'élastique aussi pour les motiver, ou du paintball et on se tire dessus. Ça, c'est n'importe quoi. Mais je crois qu'il faut arrêter aussi de culpabiliser totalement l'entreprise. Et je pense que c'est pas vrai. Il y a une prise de conscience incroyable. Les salariés ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Je vous garantis que dans une boîte, quand vous avez une boîte de 50 personnes, il y a du boulot, etc., vous râlez contre quelqu'un, vous savez très bien qu'il y a un arrêt de travail qui va vous tomber dessus. Alors c'est le salarié qui a changé, qui est plus exigeant qu'avant, Didier Bille Alors non, vous me posez la question en réaction à ce que disait Madame de Maintenon. Je ne partage bien entendu absolument pas votre opinion. Pourquoi bien entendu Parce qu'il l'a senti depuis le début. Parce que j'ai senti depuis le début, et puis parce qu'il est tellement outrancier. C'est tellement outrancier de prétendre qu'aujourd'hui, le pouvoir est passé du côté des salariés. Il faut avoir vécu sur Mars. Attendez, on va le laisser finir. Ensuite, vous donnez votre opinion, qui est tout à fait respectable. Les chiffres que nous avons cités, eux, ont un peu plus de poids. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure des startups. Le management des startups, c'est très simple, c'est l'absence totale de management. C'est vrai. Et alors, on va les ramasser à la petite cuillère, ça c'est très clair. Là où je partage votre opinion, c'est qu'effectivement, il y a rarement un système mis en place pour oppresser les salariés. Par contre, il y a depuis maintenant plusieurs décennies, un retrait total de l'entreprise et des écoles, etc., dans la formation des managers. Et donc, on nomme à des postes de management des gens qui n'ont pas vraiment été formés et que l'on ne forme pas non plus. C'est le grand laisser-aller, le grand laisser-faire. Y compris les ministres. Comme si ce n'était pas une discipline importante et à part entière. Vous êtes d'accord avec ça, Valérie Michaud ? Alors, vous l'enseignez, le management? Alors oui, nous, on l'enseigne, le management. On essaye même d'enseigner en prévention, c'est-à-dire que si on pouvait ne pas attendre qu'une entreprise aille mal pour faire quelque chose, mais prévenir et agir quand on commence à voir que son chiffre d'affaires va moins bien, ce serait une très bonne solution pour éviter d'arriver à des problématiques de virage stratégique à 360 degrés quasiment à la dernière minute. Ceci dit, pour les baby-food, je pense quand même que c'est assez cosmétique. Vous n'avez jamais dit le contraire. Et ça me rappelle beaucoup ce qu'on dit aussi sur l'innovation. Il y a beaucoup d'entreprises qui se donnent beaucoup de mal à travailler avec des startups, à les financer, à travailler avec des incubateurs, etc. et qui n'écoutent pas du tout leurs salariés, qui n'ont absolument pas le droit d'innover. Surtout, on reste exactement comme il faut et on reste dans le carcan habituel. Donc, c'est un peu pareil. C'est que si on dédie quelqu'un au bonheur au travail et qu'à côté, il y a des dérives managériales, ça arrive quand même et ça reste quand même une utopie d'avoir quelqu'un qui s'occupe de bonheur au travail. En tout cas, je suis d'accord, c'est un poste bidon. Voilà, je partage il nous reste 30 secondes. Diagnostic. Il nous reste 30 secondes si vous voulez conclure.
Moi, je suis optimiste. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale de tout ça, que les salariés, et c'est bien, savent très bien quels sont leurs droits par rapport à ça. À quel point aussi, pardonnez-moi, c'est facile de dire qu'on a été harcelé. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas dire ça. Et moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous, parce que je vois des situations qui se dégradent. Et encore une fois, le harcèlement, il n'y a pas besoin de malveillance. Et c'est terminé. Désolée, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat formé. Voilà, on va s'arrêter sur cette notion. Fin de cette émission. Dans un instant, audition publique. L'invité ce soir est Nicolas Bay, candidat sur la liste RN aux Européennes. Demain matin, vous retrouvez Territoire d'Info et l'invité sera Frédéric Pechnard, candidat sur la liste LR. Bonne soirée, restez au cœur du débat. Ce serait très intéressant.